Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction. Et nous voilà repartis pour une deuxième saison du podcast Double Vie, un podcast dédié à la création, aux auteurs, autrices et à leur mode de vie. Aujourd'hui, j'accueille Lionel Davoust, créatif multifacette et auteur confirmé s'il en est, pour nous parler de son parcours. Non seulement Lionel écrit, mais il sait aussi partager sa passion en enseignant l'écriture et la technique narrative. Je l'ai rencontré dans un atelier que Lionel animait sur les scènes d'action avant d'aborder, toujours avec lui, le sujet plus vaste du conflit narratif. Lionel est scientifique, il est auteur, enseignant, co-animateur de l'excellent podcast Procrastination que j'adore, musicien et pilier de la scène de l'imaginaire en France. Bienvenue Lionel. Merci beaucoup, Michael, et merci beaucoup de me recevoir. Donc, je vois que tu as beaucoup de casquettes. J'avoue que j'ai du mal à suivre. J'aurai une petite anecdote à raconter un petit peu plus tard. Nous allons y revenir. Je voulais d'abord parler de ton dernier ouvrage, le dernier tome, l'avant-dernier tome en fait de ta série phare, le dernier publié, mais l'avant-dernier tome, Les Dieux Sauvages, le tome 4, l'héritage de l'Empire. Donc environ 1000 pages, des centaines d'heures j'imagine. Comment tu entres et tu sors d'une telle immersion, d'un tel marathon? Probablement dicté par la nécessité, en toute honnêteté, qui est que, enfin, j'avais déjà publié une, série qui était Léviathan dans les années 2010 à peu près et en fait, je crois que comment est-ce qu'on rentre là-dedans? En fait, en oubliant ce que c'est comme boulot monstrueux que de se lancer dans une saga et après on est coincé et après il faut bien rendre les bouquins. Non, je suis facétieux, mais un peu parce qu'en fait, quand tu enfin voilà, je pense que, il y a un des grands, un des grands alliés de l'auteur ou de l'autrice, finalement, c'est une certaine forme d'inconscience parce que si tu te rendais compte du boulot que ça représente à la base, peut-être que tu oserais jamais y aller. Ouais. Donc, non, en fait, en fait, de base, je suis enfin, je crois, je suis très organisé, en fait, je suis très discipliné, qui est que, bon, alors là, il a fallu un peu plus parce qu'en plus, je m'étais abîmé la main au début de l'année 2020, donc j'ai perdu beaucoup de temps de travail parce que forcément, avec une main pour écrire, c'était beaucoup moins dur, beaucoup moins facile. Donc, en plus, il a fallu rattraper, mais en gros, bah, ouais, en fait, c'est un peu comme dans les jeux vidéo, comme dans World of Warcraft, ce genre de truc. À un moment, il faut farmer. Donc, bah, je me mets tous les jours au boulot. Voilà, je me donne environ 5 heures, je me donne 5 heures minimum de travail de créatif par jour. Mhm. Et bah, au bout d'un moment, peut-être avec quelques week-ends et quelques soirées en plus, bah, au bout d'un moment, une fois que le temps a été investi et que, c'est moi qui montre à mon bouquin que je suis le plus têtu entre nous 2, bah, au bout d'un moment, il est fait, quoi. C'est surtout du travail de long cours et de persistance, en fait, je pense, vraiment. Ok. Et ça te génère pas un grand vide là quand tu le remets ou quand tu l'as publié? Non, en fait, quelque part, je vis que pour que pour pouvoir le finir. C'était William Gibson, je crois, qui disait, en anglais, il disait, ça marche bien en anglais, il disait: «I very much enjoy having written». J'aime beaucoup l'état qui consiste à avoir écrit et Mhm. je me retrouve un peu là-dedans, en fait, qui est que j'aime beaucoup finir quelque chose. J'aime beaucoup avoir terminé. En fait, je vis pour alors évidemment, je trouve du plaisir, tous les jours parce que sinon, ça serait quand même très, très long pour un peu de masochisme et bah, voilà et pas faire grand-chose. Mais en fait, le plaisir pour moi est vraiment dans l'accomplissement, dans le fait d'avoir construit un truc et très souvent, en fait, je pense direct au suivant et je me projette déjà dans le suivant. C'est c'est assez rigolo, c'est assez décalé, c'est-à-dire que quand enfin, c'est pas toujours le cas, mais fréquemment, les livres sont rendus et validés auprès de l'éditeur ou de l'éditrice et puis après, ils sont fabriqués, mis en page, diffusés, mis en vente. Il peut se passer un délai de quelques mois, voire, 6 mois, 1 an, ça dans ce genre de cas. Enfin, pour moi, quelque part, c'est assez surprenant presque de voir le bouquin en rayon parce qu'en fait, pour moi, le boulot est fini le jour où le bouquin est validé. À partir de là, je suis passé déjà à autre chose et c'est presque: «Ah oui, il y avait ça qui sortait!» mais j'y suis déjà plus, en fait, quelque part. Ok, ok. Bah, c'est vrai que ça me rappelle une anecdote parce que c'est vrai que tu produis tellement. Enfin voilà, j'avoue à un moment, c'était ça l'anecdote, quand je disais c'était dur de suivre tout ce que tu fais, c'est que je suis allé sur ton blog, puis j'ai commencé à tomber sur quelques articles. Alors il y en a beaucoup, et puis je me suis dit, bah tiens, c'est une belle histoire de l'imaginaire en France. Donc j'ai commencé à chercher, à retourner à la page 1, et puis dire,
Je vais lire séquentiellement et j'avoue que j'ai abandonné. Il y en a Ah, trop. en fait, je suis un peu monomaniaque avec ce genre de truc, donc j'ai commencé à bloguer, mon Dieu, ça va me dater, sur MySpace, attention, à l'époque où c'était cool. Et en fait, je me suis débrouillé pour toujours transposer et conserver mes archives donc en termes d'ère internet, effectivement, le blog, je pense qu'il date du Crétacé, un truc comme ça, quoi. Heu, mais j'ai pas dit que des trucs intelligents, loin de là, hein, dans le blog. Donc c'était pas forcément plus mal que les archives soient pas super, faciles à naviguer, en vrai. Non, non, mais il y a des choses intéressantes, voilà, sur, l'évolution du milieu de l'imaginaire, du milieu de l'édition, donc c'est voilà, il y a un petit côté, historique, quoi, qui est intéressant. Alors, j'ai repéré, je crois que c'est dans ta dernière newsletter, tu parlais justement de ton parcours scientifique indirectement parce qu'on pa on tu évoquais ton travail, ta mission de volontariat, en Islande, donc c'est là que je retrouve sur le site des Imaginales que tu es ingénieur halieutique, donc voilà, ça permet d'utiliser ce mot, ce très beau mot. Comment tu as fait le passage en fait, à l'écriture? Tu étais pas dans la bonne voie dès le départ? Tu t'es dit, «Finalement ça me motive plus», c'est En fait, il y a beaucoup trop de trucs qui m'intéressent pour mon bien déjà, ça c'est un problème chronique que j'ai depuis toujours. En fait, mon 1er vrai, enfin quand j'étais môme, hein, mon premier vrai grand plaisir, mon premier vrai grand amour, c'est l'écrit, de base. Je trouve que c'est juste un pouvoir absolument phénoménal où tu peux laisser un message à quelqu'un et cette personne, elle peut le lire même si tu es pas là, elle peut, avoir accès à tes pensées même si tu es pas là et même en plus si tu es mort. Ce qui est, quand même un truc, phénoménal. Mais, j'ai toujours eu, un côté, rêveur, voilà, je fais, clairement partie de la génération Grand Bleu, j'adore les grands espaces et l'océan et notamment, baleines et dauphins qui ont toujours été mon truc et donc, je m'étais lancé dans des études de biologie marine. Donc oui, ingénieur en halieutique, en gros, c'est la version d'ingénieur agronome qui travaille sur, tout ce qui est milieu aquatique. Donc, c'est, pour le dire, de façon, pédante et docte, c'est tout ce qui a trait à l'exploitation des ressources, vivantes renouvelables aquatiques. Donc c'est la pêche quoi, en gros, mais, forcément aussi, il y a quand même des considérations d'environnement et de conservation et moi, c'était ce qui m'intéressait, notamment surtout pas pour pêcher, mais au contraire pour, ne pas pêcher le moins possible, et voire pas du tout, surtout pas du tout. Donc c'était ça qui me branchait, donc je suis parti dans les études scientifiques parce que enfin, j'ai toujours eu un peu les 2 versants. Je suis parti dans les études scientifiques parce que, aussi par défaut, c'était un peu le enfin voilà, je crois que ça reste encore, malheureusement, hein, dans le système pédagogique français, mais à mon époque, c'était la voie royale. On disait: «Tu as le niveau de faire du scientifique, tu vas faire de la science, tu pourras tout faire». La preuve, ça j'ai envie de dire malheureusement, parce que ça devrait pas pouvoir être enfin, ça devrait pas être comme ça. Bref. Donc, j'ai fait des études scientifiques, j'ai suivi pareil la voie royale, tu as le niveau de faire une prépa bio et j'adorais la biologie, vraiment j'adore la biologie et j'adore énormément de choses en sciences. Donc, je suis parti là-dedans et puis mais j'avais toujours depuis toujours, je m'étais dit: «À un moment dans ma vie, il y aura une composante créative, artistique. Je sais pas comment, mais ce sera le cas». Et donc j'ai fait, prépa, ensuite j'ai enchaîné sur l'école d'ingénieur, ensuite j'ai enchaîné sur le diplôme d'halieutique et puis j'étais parti pour continuer, hein, dans la voie, faire une thèse et puis là, je me suis quand même un peu rendu compte d'un truc qui est que ce que je pensais, nourri, depuis, les, fantasmes de gamins et d'ados, concernant la biologie marine et la recherche, qui était qu'en gros, j'allais jouer au commandant Cousteau et c'était pas du tout ça et surtout pas dans le domaine de l'étude des baleines et des dauphins où il y a malheureusement très peu de budget. Donc, en fait, je me suis rendu compte que le vrai cœur du métier qui est justement de pas aller faire le guignol sur l'eau pour aller voir des jolies bébêtes mais au contraire de faire, la modélisation, beaucoup de travail d'analyse numérique que je sais faire, mais qui est pas mon truc favori de l'espace et aussi beaucoup de recherche de budget, c'était pas mon truc. Donc en fait que j'étais beaucoup plus dans le côté rêveur que dans le côté, purement, rigoureux, analyse scientifique, j'avais plus des envies d'exploration que que d'analyse et donc finalement, assez naturellement, a posteriori quand tu regardes,
une fois que j'ai fini mes études, je me suis dit: «Je vais tenter un an, tant pis, je boufferai, des bolinos, mais je vais tenter un an et puis je vais essayer de voir ce que ça donne si je me lance dans, un peu le milieu littéraire». Alors, spoiler alert, ça n'a strictement rien donné pendant la première année parce que je me suis rendu compte de l'énormité de tout ce que j'avais à apprendre si je voulais me lancer là-dedans. Mais, d'emblée, je me suis dit: «Non, mais enfin, c'est clairement ça que je veux faire, c'est clairement ça pourquoi je suis taillé». Et le mode de fonctionnement, me convient extrêmement bien. Donc bah, après j'ai appliqué en fait, une étude un peu, enfin une approche un peu, justement, là pour le coup scientifique bourrine au problème, où je me suis dit: «Bah, je vais essayer d'apprendre tout ce qu'il y a à apprendre». Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à, faire de l'éditorial, à faire énormément de traductions littéraires, et j'ai parce que j'avais juste envie d'apprendre comment ça marchait et que, bah, moi, la manière dont j'ai appris de voir comment est-ce qu'on apprend comment un truc marche, on décortique, on fait tout, on regarde sur toutes les coutures comment ça marche, on le désassemble et puis, une fois qu'on a appris ça, on peut essayer de ensuite faire ce qu'on veut, quoi, qui était l'écriture. Mmh, OK. Donc oui, tu as commencé beaucoup par la traduction. Ça t'a aidé à décortiquer les histoires, à comprendre comment c'était imbriqué et construit? Alors, pas tellement parce que tous les auteurs ont, des manières différentes de faire. Ça m'a pas tellement appris en narratologie. Par contre, ça m'a clairement fait gagner un temps fou, en termes de, tout ce qui est retravail et de souci du détail. Le la en fait, ce qui est assez génial, c'est que du coup, c'était un exercice d'écriture, génial parce que en traduction, tu dois te couler dans la plume et dans l'esprit de quelqu'un d'autre et tu dois le rendre avec ta langue. Donc c'est un exercice d'écriture absolument, absolument fantastique, même si, en vrai, à la base, je le faisais pas pour ça. Je le faisais parce que c'est comme j'ai enfin, j'étais bilingue en anglais, et que, je cherchais, du boulot à faire dans le domaine et que la traduction, ça payait plutôt bien mieux, ça payait mieux que le reste. Du coup, ça semblait bien, mais en fait, je me suis rendu compte que, enfin, a posteriori, que ça avait été une super école parce que, voilà, c'est un super exercice d'écriture et aussi c'est un super exercice, d'édition. C'est-à-dire qu'une fois que tu as envoyé ta trad et que, bah, notamment, tu débutes, donc on te fait, plus de remarques qu'effectivement quand tu as forcément plus d'expérience, même si on t'en fait toujours et c'est normal. Le Ça m'a appris à, en gros, c'était comme avoir enfin, j'ai eu une direction littéraire sur mes trades, ce qui est normal dans le métier, mais j'ai appris énormément avec ça, notamment au contact de, Pierre Michaud qui dirigeait, La Talente à l'époque et qui est une des personnes, si ce n'est la personne avec le regard, sur la langue française le plus acéré que j'ai jamais vu et j'ai peur de dire, je pense qu'il m'a appris à écrire, en fait. Alors, il m'a pas appris à construire des histoires parce qu'évidemment, c'est pas le but en traduction. Par contre, il m'a appris ce que c'est que d'accorder un soin obsessionnel à chaque mot, que chaque mot soit à sa place, que chaque mot soit juste, que le rythme d'une phrase, d'un paragraphe, que sa composition soit juste et ben, enfin, c'était parfait parce qu'en plus, bah, je j'étais payé en faisant ça en plus forcément. Mais, et puis encore une fois, c'était pas le but, mais je me suis vraiment rendu compte après coup que ce qui m'a appris, en fait, le maniement de la langue, qui est quand même l'outil premier de l'expression écrite et de la fiction, ça m'a appris ça et surtout, ça m'a aussi appris à me détacher, énormément de ce que je peux écrire. Puisque et ça m'a appris, en fait, à ce que le texte, c'est un matériau qui a une finalité, c'est-à-dire transmettre un message. Alors, Pierre ne m'a jamais dit ça, mais moi, j'en suis arrivé à la conclusion je rejoins beaucoup, je crois que c'est Fitzgerald qui disait Kill all your darlings, c'est-à-dire, tuer tous vos chéris en écriture, ou Elmore Leonard qui dit: «Quand ça a l'air écrit, je réécris». Le C'est bien d'avoir un joli style, mais c'est au service d'une finalité qui est le fond, le message et qu'est-ce que ça raconte? Et bah, la traduction est évidemment une super école pour ça et après c'est quelque chose que moi j'ai embarqué dans ma propre fiction. Sur les influences et ce qui a pu t'aider, j'avais posé la même question à Benjamin Lupu sur le tu étais rôliste, tu as participé à la création de jeux de rôle. Est-ce que ça t'aide pour l'écriture ou est-ce que c'est une discipline qui est complètement à part et plus du loisir ou, voilà, ou du game design ou Alors pour moi, c'est très différent, je pense qu'on le remarquer assez facilement quand on parle à des rôlistes qui nous racontent leurs parties de jeux de rôle qui étaient super bien et en fait, bah, c'est vachement mieux quand on y était, quoi. Un récit de partie de jeu de rôle n'est jamais aussi palpitant que le fait de l'avoir vécu.
Le jeu de rôle, c'est un peu comme le jeu vidéo au sens où c'est une expérience qui se crée, qui se co-crée ensemble et qui se vit surtout. Le jeu de rôle, il y a effectivement bien sûr une composante narrative, mais avant tout, il y a aussi d'autres choses. Il y a les interactions avec les autres joueurs. Il y a évidemment le gameplay en termes de règles en fonction de si on a un jeu qui est très orienté règles ou pas. Alors évidemment, il y a des passerelles, mais je pense beaucoup que, et c'est un truc que je pense aussi en rapport aux jeux vidéo, qui est que le jeu de rôle est fait pour être vécu et co-créé, alors que la littérature est faite pour être alors, il y a une part de co-création dans la littérature, puisque le boulot de l'auteur, c'est de donner au maximum à imaginer à son lecteur plutôt que de lui montrer. Il faut réserver la place à ce que l'imaginaire du lecteur puisse habiter un récit et le co-créer finalement en lui-même avec l'auteur, mais il n'y a pas de feedback de la part de l'auteur, contrairement au jeu de rôle. En gros, comme en improvisation théâtrale, tu vas avoir quelqu'un qui va te renvoyer la balle. Donc, je pense que quelque chose qui fait du bon jeu de rôle fait pas forcément de la bonne littérature et inversement. Donc, je pense que. Alors après, c'est quand même intéressant au niveau de réfléchir à ce qui constitue une histoire, mais je pense pas que ça, il y a une vraie, une importante traduction des compétences de l'un à l'autre. Mmh. OK. Disons que si c'est ça qu'on veut apprendre, et à mon avis, il y a d'autres manières de faire qui vont plus vite. Par contre, là où je trouve que c'est très intéressant, pour, aider dans l'écriture de fiction et particulièrement en imaginaire, c'est que, bah, déjà, le jeu de rôle, ça fait partie de la culture générale de l'imaginaire. Tu peux pas écrire de fantasy en ignorant les codes de Donjons et Dragons, par exemple. C'est comme ignorer Tolkien, ça a pas de sens. Ça fait partie de l'intertextualité du genre. Donc, il faut connaître les codes, quoi. L'autre truc, c'est que ça forme assez facilement, je trouve, à deux trucs. D'une part, c'est à conserver en tête très facilement et à cerner rapidement une galerie de personnages secondaires qui n'ont pas forcément besoin en littérature d'être très étoffés toujours. Bah, alors évidemment, il faut qu'ils le soient autant qu'ils en ont besoin, mais garder la trace d'une certaine forme de cohérence, c'est-à-dire si machin peut faire tel truc, alors ça va entraîner telle et telle conséquence derrière, qui est typiquement un truc de jeu de rôle, où notamment quand tu veux contrôler la cohérence de ton système de magie ou la justesse et la justice de ton univers avec tes joueurs, ça se transpose en fiction, ça, de manière à rester cohérent dans ce que tu vas raconter. Et le deuxième truc, c'est que le jeu de rôle étant une discipline d'improvisation, puisque enfin, moi j'ai beaucoup été maître de jeu, je suis surtout maître de jeu, tu es forcé de réagir tout de suite, quoi, et de rester très poker face en faisant style, ah, ah, bien sûr, tout est prévu depuis le début, même si vous êtes en train de faire complètement dérailler mon scénar, mais je vais surtout pas vous le dire, et je vais surtout pas vous le faire comprendre d'aucune manière que ce soit. Donc ça active beaucoup l'improvisation et je pense que ce lâcher prise et cette confiance à se faire à soi-même, c'est quelque chose qui est précieux quand on écrit parce que, bah, quand on écrit, il faut se faire confiance aussi. Surtout quand on écrit de très, très longs, récits où, tu écris qu'une seule page à la fois et tu peux pas garder l'intégralité de ton récit dans ta tête parce que c'est pas possible. Donc cette cette confiance slash aveuglement peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve ça très précieux pour arriver à écrire des longs bouquins parce qu'il faut que si tu commences à en gros, c'est comme Bibi et le coyote, hein. Si tu es le coyote et que tu commences à marcher au-delà du vide et que tu commences à regarder sous tes pieds, c'est là que tu tombes. Donc il faut surtout garder le droit sur la ligne d'horizon et faire: «Là, là, là, je sais parfaitement ce que je fais et de toute façon, je corrigerai parce que c'est pour ça que les corrections sont faites». Mmh. OK, OK, je vois bien. Donc, OK, ça c'était sur le jeu de rôle. Donc là, tu étais, au tout début, tu faisais beaucoup d'éditorial de traduction. Comment tu as franchi le pas vers tes premières publications? Est-ce que tu étais plutôt sur de la nouvelle? Est-ce que du recueil ou, tu as attaqué le roman direct, tu te dis: «Je me lance, d'emblée», Alors, j'ai commencé par la nouvelle parce que, bah, toujours parce que ça me semblait, en fait, à la base, ça me semblait plus, comment dire? Plus facile à maîtriser parce que je pouvais expérimenter quelque chose sur 20 ou 30 pages et apprendre les codes de la fiction et expérimenter avec. L'enjeu était beaucoup moins grave sur 20 ou 30 pages que sur, 3 500. Et aussi, tout simplement parce que au début, et je ne sais même pas si je l'ai encore maintenant, mais vu la taille des pavés que je publie, il faut croire que j'ai dû apprendre quelque part, même si mon esprit conscient s'en rend pas compte. J'étais pas totalement
j'avais pas cette confiance. J'avais pas la capacité, ni la technique, ni, la confiance de construire des romans, en fait. Donc j'ai fait de la trad et en fait, parallèlement, en fait, quasiment au même moment, je me suis mis donc à écrire des nouvelles, ce qui était aussi une très bonne école d'écriture parce que, bah, si tu as raté quelque chose, l'enjeu est assez moindre et tu as toujours appris quelque chose. De toute façon, rater n'est pas toujours le bon est pas un bon terme. En art, tu as expérimenté et ça marche pas, mais c'est pas grave, tu en apprends toujours quelque chose et c'est ça qui compte, en fait. C'est pour ça qu'on fait ça, en fait. C'est pour apprendre à servir toujours davantage les intentions qu'on a. C'est ça le but de la création. Après évidemment, la publication et les ventes, c'est merveilleux, et on va certainement pas dire le contraire, mais à la base, c'est la pratique et sa propre récompense. Donc j'ai commencé par les nouvelles, ce qui m'a appris de plus en plus de trucs et en fait, je suis passé de plus en plus enfin, j'ai écrit des récits de plus en plus longs. Je suis passé à la novella, après je suis passé au court roman, après je suis passé au roman tout court, après je suis passé à la saga et en fait, j'ai appris petit à petit à étoffer ma boîte à outils et surtout à me rendre compte ce que j'avais, pas soupçonné, qui est que le roman finalement est une technique très différente de la nouvelle, en réalité. Je pensais qu'il suffisait de rallonger un peu et de complexifier et que, ça me permettrait de passer de la nouvelle au roman. C'était qu'une moitié de l'équation, en fait. Il y a beaucoup d'autres choses dans, la gestion de l'équilibre et du rythme, d'un roman qui n'est pas présent dans la nouvelle, par exemple. Dans le la nouvelle, en général, est plutôt, un élan vers sa fin, dans une certaine quand même une majorité de cas, même si tu peux faire des variations de rythme, mais forcément c'est plus court, donc tu as pas la place vraiment d'avoir de faire jouer sur du contraste énormément, alors que le roman, au contraire, est un exercice de contraste avant toute chose. Si tu vas à 200 à l'heure du début à la fin, en fait, ça c'est comme Spinal Tap qui vont jusqu'à 11. Si tu joues fort tout le temps, bah, c'est comme si tu jouais faible. Il y a pas de le roman, le rythme du roman, à mon avis, marche, et ça c'est un truc que j'ai dû apprendre un peu à la dure aussi. Le rythme du roman marche justement parce qu'il fait valoir ses moments forts, parce que justement il se permet des moments de respiration, de calme pour gérer son élan et c'est pas du tout le même je trouve que c'est vraiment pas le même genre d'exercice que la nouvelle et c'est en plus c'est un truc qui se fait sur la longueur et donc c'était enfin il a fallu apprendre. Mmh. OK. Moi, j'ai aussi une impression similaire, on va dire, dans le sens où, la nouvelle, même quand j'analyse des nouvelles, j'ai l'impression que c'est moins cadré dans les canons de la technique narrative et tu as beaucoup plus de liberté, on va dire, onirique, artistique, de détours, de cheminement. La nouvelle, c'est un petit texte qui peut être, juste poétique ou voilà, et tu pas ce besoin d'appliquer effectivement le de vouloir capter l'attention et d'amener le lecteur jusqu'au bout, c'est beaucoup moins codé de ce point de vue-là. Tout à fait et puis tu peux tenter une expérience sur 20 ou 30 pages qui va super bien fonctionner aux 20 ou 30 pages, mais qui en 100 pages sera insupportable. C'est et justement la nouvelle est parfaite pour ça et bah, quelque part des fois, les lecteurs disent qu'ils auraient bien aimé que ça dure plus longtemps, mais si ça durait plus longtemps, c'est comme l'invité qui reste trop longtemps à la maison, quoi. Ça marche justement parce que c'est court et ça marche justement parce que, bah, tu restes un peu, en flottement à la fin en disant: «Ah, j'en aurais bien fait plus». Ben oui, mais c'est justement, c'est tout l'effet là aussi, quoi. Mmh. Et il y a aussi parfois un jeu d'illusion dans la nouvelle, c'est-à-dire que tu laisses quelque chose en suspens, mais bon, qui aurait été très difficile de résoudre et de travailler plus avant, quoi. Complètement. Tu as, ouais, quand on va sur ton site, tu as des, publications, un nombre incroyable de publications. J'ai vu, il y a une alors il y a j'ai pas lu cette petite expérience, mais qui a attiré mon attention, les questions dangereuses, façon, Alexandre Dumas. Donc, tu as effectivement on sent que tu as voilà, tu as expérimenté, sur tous les genres et dans tous les styles. C'est ouais, ça reste un labo pour toi? Enfin, pour toi, l'écriture, ça tu te fais plaisir et tu défriches, tu découvres? Tout en fait, ouais, toujours, c'est si, je sens que je sais exactement, en fait,
Je crois que c'est ma camarade Estelle Faye dans Procrastination qui en parle régulièrement et qui le résume le mieux. Elle dit, enfin j'espère, faire justice à ce qu'elle dit, de mémoire, mais en gros elle dit: «S'il y a pas cette espèce de petit frisson, cette espèce de petit saut en se disant: "Ah je vais aller à un endroit où je sais pas exactement comment ça va marcher"», s'il y a pas cette espèce de petite marche où tu vises un peu plus haut que ce que tu as l'impression que tu sais faire, bah, c'est pas rigolo en fait et c'est moins intéressant et je, j'aime aller là où je sais que je suis pas encore allé. Ce qui est terrifiant d'ailleurs, hein, parce que tu prends des risques tout le temps et bah, si tu fais ça tout le temps, tu seras jamais en sécurité quelque part. Mais, ça me rappelle, enfin, j'ai fait 15 ans d'improvisation théâtrale et il y a un parallèle un peu que tu peux trouver dans l'improvisation théâtrale en fait, donc, si tu utilises, les codes de l'improvisation théâtrale tels qu'ils ont été établis par les Québécois dans les années 80, si ma mémoire est bonne, et qui donc reprend complètement les codes du hockey sur glace, entre autres, la scène, entre guillemets, d'un tas d'improvisation. On appelle pas ça une scène, on appelle ça une patinoire, et ça a effectivement la tronche d'une patinoire de hockey sur glace, alors sans la vitre, c'est-à-dire que tu as une espèce de rebord qui coupe la silhouette à peu près à la taille. Et Robert Gravel, qui est un justement des auteurs qui ont théorisé, l'improvisation théâtrale, il dit dans ses bouquins où il parle de tout ça, il explique que ce qui peut être vécu justement comme une contrainte, en fait, ne fait que magnifier la nécessité des joueurs à sortir de leur zone de confort. Et je l'ai vu plein de fois en improvisation théâtrale, notamment, en faisant des ateliers avec des débutants. En fait, les meilleurs, ce sont ceux qui sortent de leur zone de confort, paradoxalement. Quand tu commences avec un groupe d'improvisation théâtrale et que tu as des timides et que tu as des grandes gueules, c'est toujours les timides qui sont meilleurs. Parce qu'ils ont beaucoup moins loin à aller chercher des trucs dont ils n'ont pas l'habitude en eux, de se mettre en danger et de trouver justement quelque chose de vrai. Et Gravel parle de la patinoire en disant: «Si tu te reposes, si tu te bases sur tes acquis, la patinoire, elle te tue parce qu'elle coupe ta silhouette et en gros, elle ne pardonne pas la facilité. Par contre, si tu vas vraiment au-delà de ta zone de confort et que tu vas chercher des trucs loin, authentiques et que tu mets en danger et que donc justement quelque part tu court-circuites, ça revient à ce qu'on disait un peu tout à l'heure, tu court-circuites l'ego, tu doutes pas et tu y vas avec sincérité, la patinoire disparaît parce que tu la transcendes. Et je trouve que c'est vachement vrai, en tout cas, moi, c'est beaucoup ma vision de l'écriture. Alors, ça me terrifie, hein, régulièrement, quasiment tous les jours, mais je sais que il enfin, si je me la coule douce un peu trop, c'est pas bon. C'est pas bon et je suis pas content. Donc ouais, il y a toujours, bah, tu parlais de la newsletter, je crois que c'est ou c'est dans la roadmap, je sais plus. En gros, dans mon point de début d'année, en gros, je disais, bah, en gros, bah, Les Dieux sauvages, là, je travaille sur le volume 5, donc la série marche très bien, ça a mis beaucoup de lumière sur l'univers d'Evan et Gir, qui est l'univers plus vaste où Les Dieux sauvages, qui sont quand même une saga indépendante, mais où là, ça se passe. Et en gros, on commence à me demander: «Bah, qu'est-ce que tu vas faire après?» Et ma première réponse, c'est: «Je vais faire autre chose qu'Evan et Gir». Il faut que je me Mmh. enfin, ça entre guillemets, ça marche trop bien maintenant, il faut faire autre chose, il faut tout casser. Mmh. Ouais. Je veux pas m'enfermer, je veux pas rester dans une forme de facilité, même si j'ai beaucoup d'autres projets dans l'univers d'Evan et Gir qui sont encore plus déraisonnablement ambitieux que Les Dieux sauvages. Mais là, il faut que j'aille faire autre chose. Il faut que dès qu'il y a une espèce de moule qui commence à se former, j'ai envie de le casser parce que enfin, je fais ce métier pour être libre de faire ce que j'ai envie de faire. Donc si c'est pour tomber dans la formule, bah, j'ai envie de dire: «Il y a des métiers plus faciles, quoi». J'ai vu, oui, justement, que tu as commencé, alors je sais pas si c'était ta première saga, mais sur le thriller avec, Léviathan. Après tu es passé à la fantasy. Heu, sur la science-fiction, tu es surtout resté dans la nouvelle, je crois. Est-ce que tu pas tenté de te lancer dans un projet, alors pas forcément space opéra, mais un projet de science-fiction un peu plus vaste? Alors si, j'adore la SF, je suis un énorme fan de SF, notamment de space op. En plus, j'adore le space op. Alors, tu parlais de Léviathan, en fait, c'est marqué thriller, mais en réalité, c'est de la fantasy urbaine. Donc déjà, OK. j'étais enfin, ça a été étiqueté thriller parce que c'est les codes du thriller, mais très vite, Mmh. ça part en fantasy urbaine, en fait,
et ça y reste, en fait. C'est du thriller ésotérique où, en fait, l'ésotérisme marche, donc il y a de la magie, donc bah, c'est Ok, oui. forcément de la fantaisie urbaine. Mais ouais, non, si, j'adore la SF. Après, ce que je trouve compliqué en SF, et c'est probablement la raison pour laquelle je me suis pas encore vraiment lancé. Alors, déjà, Evan et Gir est de la fantaisie, mais en même temps, il y a énormément de tropes de SF dedans. C'est-à-dire que la magie est vraiment considérée comme une science. Moi, dans, mes notes, de world builder cinglé, j'ai défini ça au niveau subatomique, comment ça marche par rapport à la mécanique quantique du truc, enfin, il y a de la thermodynamique derrière et tout. Donc, même si ça sera jamais dans les bouquins, mais sauf si ça a du sens pour une histoire, mais enfin, parce que moi j'ai besoin de savoir comment ça marche. Et il y a énormément de problématiques de SF, en fait, notamment des problématiques de premier contact, même si c'est entre peuples humains. Heu, alors partir dans de la SF, ça me botterait. De toute façon, j'adore la SF, donc pourquoi pas? Ce que je trouve toujours compliqué un petit peu en SF, c'est que, comment dire? Fréquemment, le monde vient se la réalité vient se mettre en travers de mes envies. Ce que j'ai aussi un peu trouvé dans le monde réel, alors ça rajoute une contrainte supplémentaire intéressante, mais ce que j'aime beaucoup en fantasy, c'est que la fantasy offre une totale liberté de création par rapport aux règles de ton monde imaginaire. Heu, ce qui ne veut pas dire qu'on peut tout faire, c'est-à-dire que tu vas définir ton monde, tu vas dire: «Mon monde de fantasy fonctionne de telle manière, voici les règles» et on n'en sort pas. Mais je peux inventer les règles qui vont bien pour servir le discours ou la problématique que j'ai envie de traiter. La volonté du dragon, qui était mon premier roman où, tu as, sans spoiler, un grand empire qui est parti pour écraser, le petit royaume, isolé, et en fait, finalement, il y a une espèce de jeu d'échecs slash plateau bizarre qui en fait sert de modélisation du conflit réel qui se passe sur la mer, parce qu'il y a une résonance symbolique entre les 2. C'est typiquement un truc de fantasy. Tu peux pas faire ça vraiment en SF. Ou alors ça implique un certain nombre d'explications qui vont derrière, qui pour moi sont pas pertinentes. Il s'agit d'une résonance symbolique et métaphorique, ça se passe comme ça et c'est de ça dont ça parle. Donc et c'est voilà, moi je suis plus attiré par cet aspect-là du truc, même si j'adore la hard science. Écoute, on se parle, là, je viens de finir la saison 5 de The Expanse. Heu, c'est prodigieux, c'est juste génial, j'adore ça et je suis un fan absolu de The Expanse. Donc j'aime aussi beaucoup cette mouvance-là. Pourquoi pas? Carrément, je serais, carrément partant. Juste, j'ai plein d'idées, de notes dans tous les coins, mais j'ai rien trouvé encore pour l'instant. C'est juste que j'ai pas le temps d'y réfléchir. Rien trouvé qui me fasse me dire: «Ah ouais, là, j'ai trouvé un angle intéressant qui m'amuse et et que j'ai voilà et que j'ai pas l'impression, d'avoir vu ailleurs et j'ai envie de partir dans cette direction». Mais c'est aussi parce que j'ai pas le temps, en fait, de réfléchir vraiment à fond là-dessus. Mhm. Oui, je vois. Je suis aussi dans The Expanse. Je suis au milieu de la saison 5, donc, mais c'est vrai que ouais, ouais, très, très riche et très bien, très réaliste, bien cadré. Enfin, c'est personnages bien creusés. Enfin, bon, belle, belle série, très belle série. Ah, c'est prodigieux en termes de travail visionnaire, je trouve. C'est je c'est prodigieux en termes de travail visionnaire parce que, enfin, ça sonne vraiment vrai. C'est prodigieux en termes de travail linguistique parce que l'argot belter, c'est tellement bien fait, c'est incroyable, et c'est prodigieux en termes de travail narratif parce que, les auteurs sont vachement forts. Ils respectent toujours la gentilité de leurs personnages et pourtant tu sens que l'histoire, elle va exactement là où ils veulent que ça aille, et je trouve ça cette alliance de naturel et d'autodétermination des personnages et pourtant l'histoire va là où ça va, c'est du sacré boulot. Je suis hyper Hmm. admiratif. Je, je disais que tu étais un pilier, tu vois, du milieu de l'imaginaire en France. J'ai Pilier l'impression de que c'est bar. une. Merci. J'ai l'impression que bah, c'est un milieu fort sympathique, tu vois, un peu famille, que tout le monde se connaît et qui est ultra dynamique. On parlait de euh, la maison d'édition Argile qui s'est lancée. Il y a un renouveau sans cesse sur cette scène imaginaire. Pourquoi c'est, enfin,
Est-ce que c'est dans tous les pays? Pourquoi c'est si dynamique en France? J'ai l'impression, en plus de ton côté, vers Rennes, Nantes, tout ça, il y a un fort dynamisme. Donc, Bah, il pleut, alors faut bien qu'on s'occupe. Heu, non, je plaisante. C'est, mmh, déjà, je pense qu'il y a clairement un phénomène culturel qui est que c'est, l'imaginaire classiquement, alors ça se développe enfin un peu, heureusement il était temps, mais l'imaginaire classiquement c'est une contre-culture. La SF, la fantasy, le fantastique, c'est entre guillemets «les mauvais genres», comme avec le polar donc bah, il y avait quand même, moins maintenant, mais je parlais avec, on en parlait dans Sur Procrastination avec, notre camarade Laurent Jeunefort qui a eu enfin, qui fait partie, je vais dire, disons, de la génération d'auteurs avant la mienne, j'espère qu'il ne m'en voudra pas de dire ça. C'est-à-dire il a connu, l'époque du Fleuve Nord Anticipation et l'époque du fandom, donc pour parler de la communauté de l'imaginaire, on appelle ça en général le fandom dans tous les pays, que moi j'ai pas connu. Moi je suis arrivé à peu près 10 ans, 10-15 ans plus tard et il y a eu pendant très longtemps, enfin voilà, la SF, la fantasy, c'était pas considéré, c'était, la littérature pour gamins. Il y a encore des gens qui disent ça. Moi, j'ai encore, souvenir, d'une éditrice très, très bien intentionnée, hein, il y a des années, mais qui m'a dit, «Ah quand même, vous auriez, c'est quand même dommage, vous auriez le potentiel pour être un grand auteur de littérature générale». Alors déjà je suis ravi quand même d'avoir le pot c'est un vrai compliment, donc je suis oui. très touché, mais en même temps ça en dit long sur la perception de l'imaginaire, il dit: «Bah ouais, bah, c'est marrant Histoire de dragon, mais enfin quand même, pour y écrire des trucs sérieux». Donc forcément quand tu as ce genre de choses, bah, il y a une espèce de réaction qui est que, bah, les gens ont envie de se retrouver entre passionnés. Donc il y a le je pense que le socle commun, c'est vraiment la passion et la culture, cette culture-là qui est très forte et qui en plus se décline dans des tas de pratiques. On parlait du jeu de rôle tout à l'heure, le jeu vidéo et tout. Ce qui est assez marrant quelque part que le fait que l'imaginaire soit, alors heureusement ça change, mais soit slash ait été aussi déconsidéré, sachant que c'est juste la première culture mondiale. Quels sont les films qui cartonnent au cinéma? C'est tous des films imaginaires. Quels sont les bouquins qu'on vend? Moi, j'ai souvenir d'être fait dédicace à la Fnac où c'était le début de la sortie de Game of Thrones en série télé. Franchement, la tête de gondole, toutes les meilleures ventes, c'était tous des omnibus de Game of Thrones. Des jeux vidéo qui de base, en termes de chiffre d'affaires, le cinéma, c'est quasiment tous des jeux vidéo d'imaginaire. Enfin, c'est la première culture et donc ouais, je pense cette passion et cet investissement, c'est ce qui forme le socle d'une communauté, de base et c'est présent, je pense c'est présent dans tous les, pays où il y a où il y a de l'imaginaire. Le Et il y a une longue tradition si on regarde, aux États-Unis, il y a la World Science Fiction Society qui organise les Worldcons, qui sont donc les conventions mondiales de science-fiction, on devrait dire congrès, parce que convention c'est un anglicisme. Il y a, je sais plus, je crois qu'il y a des Worldcons depuis les années 20 si ma mémoire est bonne, à peu près, donc enfin ça a presque 100 ans d'histoire à peu près au bas mot. Il y a en Finlande, ils ont un fandom extrêmement actif. Enfin, il y a, ouais et on est toutes et tous reliés par cette passion et de l'imaginaire et ces goûts et ces communautés dans lesquelles on se retrouve et on est bien et on peut parler, à l'envi la différence entre, le Warp Drive de Star Trek et celui de Star Wars. Ouais, c'est un peu en informatique, moi je viens de l'informatique. En informatique, tu as les débats IMAX, VI, ouais, on va dire des oppositions qui façonnent la culture, les codes et cetera et donc ça soude un peu le la communauté. C'est On intéressant parce dit que que tu l'Amiga était la meilleure machine, c'est bien meilleur que donc l'Atari. J'espère que je vais pas me oui. faire kicker du call là en disant ça. Non, non, je suis assez d'accord. Ouf, j'ai une chance sur 2. C'est intéressant ce que tu disais parce que c'est aussi la même chose qui s'est produit en musique où, tu as le rap hip-hop qui est devenu le genre dominant et qui est, aux États-Unis, il y a plus que ça, en France, quasiment aussi et enfin, c'est très, 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 très dominant. Donc ces contre-cultures qui deviennent finalement majoritaires, à terme quoi, au final. Donc ouais, Oui, passionnant.
en musique, le métal aussi, par exemple, est une scène qui est hyper vivace et qui pourtant n'est pas, n'a pas droit de citer, sur les grandes ondes. Enfin, moi tout le monde se rappelle de, la victoire de Lordi à Eurovision, il y a 15 ans et où, personne n'a compris ce qui s'était passé. Heu, par ceux qui savaient. Tu parlais du podcast Procrastination. Donc, ouais, vous avez alors Laurent Genefort qui était là au début, qui a laissé sa place, mais il y a une belle équipe avec Mélanie Fazi, Estelle Fay et puis toi, Lionel Davous. Comment vous arrivez, là, je crois que vous avez fait 5 saisons déjà, comment vous arrivez à vous renouveler? Parce que alors c'est des petits épisodes, donc ça va droit au but, mais quand même, il y a un renouvellement permanent des thèmes, vous épuisez pas, donc c'est passionnant. Vous débriefez avant, j'ai vu que tu parlais d'enregistrement, on a terminé l'enregistrement, donc vous enregistrez tout d'un coup. On enregistre 5 épisodes à la fois parce que, plus et on a le cerveau, qui coule par les oreilles. Donc, ouais, on enregistre en général, on fait des sessions du coup de 5, ce qui permet de comme c'est des épisodes d'un quart d'heure, à peu près, sauf quand on déborde un peu, ça permet de voilà, on se book une demi-journée et puis, 5 épi comme c'est tous les 15 jours, 5 épisodes, ça fait 2 mois et demi. Donc en fait, bah, alors c'est donc j'ai la lourde charge de produire, donc en général, c'est moi qui propose à mes camarades, bah, voilà, qu'est-ce que vous diriez qu'on parle de ça? Mais en général, c'est parce que j'ai une grande feuille Airtable où en fait je note toutes les idées qui passent, et qui sont également, fournies par, Mélanie et Estelle. Comme on a tous les 3 des profils un peu différents, on n'est pas toujours autant à l'aise les uns et les unes que les autres sur tous les sujets. Donc, en fait, je m'efforce de faire en sorte que sur une session d'enregistrement, en fait, tout simplement, quelqu'un ait à peu près quelque chose à dire. Ce qui, veut dire que, des fois, il y a enfin voilà, je me dis: «Bah tiens, ça c'est plus un thème à Estelle, ça c'est plus un thème à Mélanie, ça c'est plus un thème à moi» et j'essaie de mélanger pour que ce soit à peu près équilibré, pour que personne ne s'ennuie en fait, pendant le truc. Après pour le renouvellement, bah, il y a des fils, sur le forum elbelbacking.net qui nous diffusent, qui sont assez actifs, qui permettent de voir les retours. Alors moi je suis plus sur les réseaux, mais à une époque ça permettait aussi de voir un peu les questions. Bah, le sujet est assez, enfin, le sujet de l'écriture forcément est infini. En général, moi au début, je me disais qu'on allait essayer de couvrir un peu tous les grands sujets un petit peu de façon synthétique, pour ensuite revenir sur des aspects. C'est des épisodes qui s'appellent conseils de survie pour. Donc le conseil de survie pour écrire une scène d'action, conseil de survie pour les personnages, conseil de survie pour, créer du suspense et cetera et après ça permet de revenir en détail sur des problématiques. Et surtout, ça permet en fait de voir quelles sont les réactions des gens et qu'est-ce qu'ils auraient envie de voir. Parce que, bah, au moment où on a commencé, tous et toutes les 3, le paysage littéraire était différent et bah, les questions qu'on avait quand on a commencé n'étaient pas forcément, ceux que les gens peuvent se poser aujourd'hui. Donc, bah, on essaye simplement de réagir à ce qu'on voit passer, aux questions qu'on voit passer en se disant: «Bah, tiens, c'est vrai, tiens, il y a un questionnement sur tel sujet, qu'est-ce qu'on pourrait en dire?» Ça, c'est le 1er truc. Le 2e truc, qu'on a commencé à faire un peu timidement avec la saison 5, mais bon, 2020 a été un peu compliqué pour tout le monde, mais que je voudrais bien qu'on essaye de développer, c'est qu'on reçoit maintenant en fait, le confinement a eu, ceci de positif qui est que ça nous a en fait, on enregistrait avant toujours en présentiel. Et en fait, avec le confinement, c'est plus possible. Donc ça nous a forcés à devoir, développer, de se débrouiller pour enregistrer à distance. En fait, du coup, ça a eu le bon intérêt que, bah, ça permet en fait maintenant de recevoir des invités, tous les 3 sans devoir se rejoindre au même endroit, ce qu'on n'arrivait jamais à faire. Donc, maintenant on commence donc on a eu, Mireille Rivalan qui est la directrice, de La Talente qui nous a fait, l'honneur et le plaisir d'essuyer les plâtres avec nous pour 2 épisodes de la saison 5. Je pense qu'on va essayer de sans noyer les saisons que d'épisodes avec des invités, peut-être essayer de multiplier ça. Peut-être, moi j'aimerais bien, faut voir un peu, comment c'est possible avec les disponibilités des uns et des autres, mais j'aimerais bien qu'on y arrive, si on pouvait y arriver à faire un ou une invitée tous les 5 ou 10 épisodes, ce serait pas mal. Heu mais surtout ça permet aussi ce qui est bien, c'est que ça permet bah, en fait, d'avoir
de transmettre un peu les questions des jeunes auteurs à, des fois des éditeurs dont c'est le métier, quoi. C'est-à-dire que, c'est un truc qu'on voit assez souvent. On a beau dire, Estelle, Mélanie et moi que, bah, il y a pas de il y a pas de sélection de manuscrits, il y a pas de je sais pas, de combinaison occulte ou de sortilège, curieux à faire pour être sélectionné et que, on quand on est pro, on est quand même sélectionné comme tous les autres, même si, forcément on a des relations privilégiées avec des éditeurs. Mais si on écrit un mauvais bouquin, il sera retoqué pareil. Heu on a beau le dire, on voit que des fois, les gens ont du mal à nous croire parce que, bah, forcément, on a une carrière, on est placé, donc voilà. On a beau le dire, c'est un message qui a du mal à passer. Donc du coup, ça permet d'avoir des éditeurs qui le disent à notre place aussi. Mmh. Et voilà, et justement de dire, que, bah, c'est la qualité du manuscrit qui prime avant toute chose, quoi. Mmh. OK. Ça, c'était sur les conseils d'écriture. Donc on a évoqué les ateliers, mais tu as aussi un projet qui arrive bientôt aux éditions Argile, qui est un livre sur, de conseils de conseils d'écriture. Est-ce que tu peux en dire quelques mots, Tout à fait. aujourd'hui? Alors, ça Oui, s'appelle si c'est pas ouais, encore, ouais, oui, oui, totalement secret. complètement là, je peux je risque pas de spoiler la fin, en l'occurrence, c'est vachement plus facile. Donc ouais, ça s'appelle, Comment écrire de la fiction, rêver, construire, terminer ses histoires. Et en fait, donc c'est un bouquin qui est pas long. Il fait 320 000 signes à peu près, donc ça va faire dans les je sais pas exactement dans sa mise en page, mais en gros, il fera pas plus de 200 pages et même ce sera plutôt 180, je pense. Le En gros, c'est personnellement, c'est le bouquin que j'aurais voulu avoir quand j'ai commencé, en fait. Mmh. OK. Donc c'est manuel slash essai slash, petit, discours de motivation, ferme mais gentil, sur le métier étrange qui est de raconter des histoires. Donc en fait, c'est c'était déjà c'était parti du fait que, bah, comme tu disais, bon, il y a quand même beaucoup d'archives sur le blog et même si j'ai pas dit que des trucs intelligents quand même au fil de ma vie comme tout le monde, hein. Il y a aussi beaucoup de conseils d'écriture qui là, je pense, restent d'actualité et que, bah, c'était un peu dommage que ça soit dispersé parce que, bah, les archives sont honnêtement difficiles à naviguer, un jour il faudra que je règle ça. Donc c'était l'occasion de synthétiser peut-être tout ça dans un bouquin, plus dire ce que j'ai jamais l'occasion de dire sur le blog parce que c'est trop complexe. En fait, il faudra un bouquin pour le faire. Ça tombe bien, c'est un bouquin. Et donc l'idée, c'était vraiment voilà, pour moi, c'était d'écrire le bouquin avec dedans ce que moi j'ai jamais vraiment trouvé nulle part ou alors qu'il a fallu que j'aille piocher à gauche et à droite pendant des années jusqu'à construire mon propre système et ma propre théorie et que j'aurais aimé avoir dès le début, Mmh. nom de nom. Et donc ça alors il y a en gros, il y a 4 parties. Donc effectivement, il y a rêver, construire, terminer et puis il y en a une au Mmh. milieu qui s'appelle les techniques fondamentales. Donc ça part vraiment ça couvre tout le processus de l'écriture de la manière la plus synthétique et la plus concise possible, sachant que parce que, il comme tous les arts, la meilleure école quand même, c'est d'en faire. C'est la première règle de Robert Heinlein, hein. Robert Heinlein avait écrit cinq règles d'écriture, il disait: «La première, c'est que tu dois écrire». Heu, il y a malheureusement beaucoup de gens qui disent qu'ils ont envie d'écrire et qui ne se donnent pas le temps et la pratique d'eux, parce que ça fait peur, hein, je le Mmh. comprends, hein, je suis un grand procrastinateur devant l'éternel, moi aussi. Donc c'est bien pour ça qu'il faut que je trouve, des tas de trucs de productivité pour me encadrer ma tendance naturelle à fuir. C'est Mmh. clairement, parce qu'écrire ça fait peur, hein, je Mmh. suis le premier à le dire. Donc ça part vraiment donc du rêve, c'est-à-dire de l'idée, qu'est-ce que c'est que l'inspiration? Est-ce que ça s'apprivoise? Comment ça se travaille? Parce que, bah, je pense être un peu compétent en la matière puisque j'écris 5 heures par jour et que, tous les jours, il faut que j'avance mon bouquin d'environ 10 000 signes, pour espérer le rendre à temps. Donc, j'ai entre guillemets «pas le droit» de me retrouver devant le clavier et faire: «Ah non, aujourd'hui j'ai pas envie de faire autre chose». C'est mon boulot, quoi. Donc à un moment, on peut pas se permettre le luxe. Puis de toute façon, alors tout le monde n'est pas d'accord, hein. Mélanie dirait par exemple qu'elle est pas tout à fait d'accord, mais moi j'ai toujours été, dans le mode l'inspiration et la réflexion, ça se travaille. Donc comment faire déjà? Ensuite, il y a une partie sur les techniques fondamentales qui sont en gros toutes les en fait, les plus grosses, qui sont vraiment les socles les plus fondamentaux de la technique littéraire de fiction. Alors, c'est, des choses qui sont assez fondamentales, hein, c'est pas,
C'est par exemple des trucs comme les temps de narration, le point de vue et tout, qui sont des choses que j'ai fréquemment vues, qui étaient les trucs qui posaient le plus de problèmes en atelier, Mmh. qui sont des voilà et qui sont en fait en plus des techniques assez simples, donc je pense qu'elles se résumaient bien et qui sont vraiment le minimum pour arriver à établir une communication avec un lecteur. Après la construction, c'est vraiment le gros du morceau. Alors c'est là, en fait, où, je raconte et je détaille ce qui, pour moi, fait vraiment la chair d'une histoire. C'est qu'est-ce que c'est qu'une histoire et comment ça se construit, en fait? C'est-à-dire que, heu, j'ai envie d'écrire une saga de 3 500 pages, comment est-ce que j'écris la page 824? Au moment où je suis arrivé là, quoi? Qu'est-ce qui fait que je garde le long cap et qu'est-ce qui fait la construction qu'est-ce qui fait une construction scénaristique? Qu'est-ce que c'est que la dramatisation? Pourquoi le lecteur est là? Alors tous les lecteurs sont différents, mais en gros, quels sont vraiment les grands dénominateurs communs qu'on peut trouver? Et enfin terminer, c'est toutes les questions de, bah, justement comment garder la motivation au long cours. Une fois qu'on a fini, qu'est-ce que c'est que la correction de manuscrit pour soi? Donc, ça a l'air d'être beaucoup. En fait, c'est un bouquin qui est très concis. Heu, Parce que, bah, je donne les grands principes et tout et après c'est au lecteur de bosser. C'est à l'auteur de bosser. C'est beaucoup un truc qui se fait donc mon but c'est de faire la courte échelle. C'est de dire, bah, au lieu que tu te galères comme moi, j'ai dû le faire en tâtonnant et en allant piocher de la technique narrative à gauche et à droite, notamment beaucoup chez les Américains, parce que quand j'ai commencé dans les années 2000, c'était surtout les Américains qui en faisaient. Maintenant, c'est beaucoup plus répandu en France, mais c'était pas du tout le cas, moi, quand j'ai commencé. Hem, donc au lieu que tu te galères, à essayer de cerner vraiment, qu'est-ce qui fait une histoire? Comment est-ce que je peux réussir à décider ce que je vais écrire aujourd'hui? Bah, je peux pas évidemment pas le faire à ta place, ça c'est sûr, et je peux pas faire aussi le je peux pas te dire, je dis, bah, pas toi, hein, je Oui, dis au oui. lecteur, heu, je peux pas te donner de raccourcis parce que de toute façon, il faut que tu trouves ta voix et il faut que tu apprivoises ta voix VOX. Par contre, les grands principes narratifs et dramaturgiques et qui font une histoire, et qui peuvent se nourrir à peu près, qui peuvent nourrir à peu près tout, ça oui, ça je peux les donner pour que tu joues avec et que tu les apprivoises. Parce que de toute façon, le but aussi, c'est que le lecteur ou la lectrice, s'apprivoise le bouquin et en fasse ce qu'il ou elle le veut pour sa propre pratique, quoi. Donc voilà, donc c'est synthétique. Ah oui et puis surtout, quand même, c'est important, c'est un bouquin avec beaucoup de blagues idiotes parce que j'avais envie d'écrire tout sauf un bouquin docte. Heu, j'ai rien contre les bouquins docte, mais je trouve qu'on dans le milieu littéraire et c'est un petit peu un travers français ça pour le coup, on a un peu trop tendance à considérer que la littérature c'est une affaire sérieuse avec un grand S et il faut se rappeler que la littérature, la création, même s'il y a une ambition de sérieux derrière, fondamentalement, ça reste du plaisir. Alors après, on trouve son plaisir où on veut. On trouve son plaisir dans la grande aventure, on trouve son plaisir dans, la réflexion profonde, on peut même trouver son plaisir dans l'alliance des 2. Mais ça reste du plaisir voilà, comme moi je viens des domaines scientifiques et voilà, je me suis quand même j'étais très en but toujours contre l'approche classique des lettres où, c'est très comment dire? C'est un peu rébarbatif, quoi. Enfin, j'ai des souvenirs, je me suis plus ennuyé que le contraire en cours de français quand j'étais môme. J'ai eu heureusement Ouais. quelques profs qui étaient ouverts à la SF et qui m'ont mis, entre autres, Boris Vian dans les mains et ça a changé ma vie et je les en remercie aussi. Mais voilà, donc le but c'est, je suis pas analyste, je suis pas, universitaire. Le travail d'université d'analyse littéraire est vachement intéressant en France. Il est super nécessaire, mais ce ne sont pas les outils de la création. Je suis pas historien de l'art, par exemple pour étudier une cathédrale. Moi je suis maçon. Moi j'ai une Mmh. truelle et des briques et je veux construire un abri de jardin. Donc moi c'est ça mon approche. Mon but c'est d'essayer de donner une truelle et des briques à mon lecteur ou ma lectrice, pour qu'après, il ou elle, commence à construire des maisons, qui tiennent à peu près debout et qui puissent lui faire plaisir. Mmh. Ouais, bah, c'est bouquin très alléchant et je suis d'accord avec toi, il y a il y a un énorme potentiel sur le littéraire en France, dans l'enseignement. Je pense que le cloisonnement par période et cetera, je pense qu'il y a matière justement à faire des passerelles, entre des auteurs, qui ont 300 ans d'écart et beaucoup plus travailler ces aspects-là, en fait.
Complètement et en plus, enfin, ce qu'on dit pas en cours de français, par exemple, c'est que Victor Hugo aussi, hein, c'était un procrastinateur de première. Je crois que si ma mémoire est bonne, je crois que c'est Notre-Dame de Paris qui l'a rendu 1 an et demi en retard. Et qu'au moment où la deadline de son contrat, est arrivée, il n'avait pas écrit une ligne. On dit pas ça sur Victor Hugo en cours de Ouais, français, ouais. ça le rendrait pourtant vachement plus humain, je pense. Bah, ouais, donc bon, si Victor Hugo a pas été foutu d'écrire une ligne avant que la date de son contrat soit échue, je pense qu'on est en bonne compagnie et qu'il faut pas se voilà, il faut pas se dire: «Ah, je suis pas fait pour ça» et tout et cetera. Non, Victor Hugo lui-même, il foutait rien donc voilà. C'était Balzac aussi qui était enfermé dans sa chambre par son assistant qui lui donnait pas ses vêtements avant qu'il ait passé les feuilles sous la porte, je crois. Alors, Je suis c'est pas Hugo sûr. ça. Ah, c'est Hugo Alors peut-être aussi, mais Balzac aussi, mais ça c'est en fait c'est ok, justement ce qu'a pu faire Hugo pour finir, je crois ok, que j'ai peur d'accord. de dire une bêtise, mais je crois que c'est Notre-Dame de Paris effectivement qu'il a écrit comme ça. En Ok, fait, ça a été la seule manière pour lui de finir. Parce ok, qu'au bout d'un d'accord. moment, son éditeur lui a dit, «Je te donne une pénalité de je sais plus combien de, centaines de francs», ce qui était une fortune à l'époque, par jour de retard. Donc au bout d'un moment, il a bien fallu qu'il le fasse. Et du coup, il l'a rendu en avance par rapport à son retard, ce qui était finalement, un prestigieux précédent par rapport à la manière dont les auteurs fonctionnent. On est tous en avance sur notre retard au bout d'un moment. Donc Hmm. Ok, mais oui, effectivement, c'est douloureux, hein, la création et l'écriture. Donc, non, non, juste parce que tu dis c'est douloureux, heu, c'est un truc avec lequel, qui m'interroge toujours. C'est compliqué. C'est compliqué, ça fait peur. Mais et des fois, oui, on s'arrache les veines et c'est compliqué, mais j'en profite, je suis assez d'accord avec Elizabeth Gilbert qui dans Comme par magie, qui parle de la mythique de l'artiste ou de l'auteur maudit. Comme quoi on a un petit peu tendance, notamment en Occident depuis les Lumières, un peu à romanticiser, justement le fait que la création, se passe dans la douleur et c'est dur et cetera et oui, il y a des moments qui sont difficiles, mais je pense qu'il faut essayer de garder en ligne de mire quand même un certain principe de plaisir. C'est pour ça que je disais: «J'adore avoir écrit». C'est pas toujours facile au moment où je l'ai fait, mais voilà, tant que je suis content à la fin, c'est que le principe de plaisir est là. Heu, Si on n'a pas de plaisir à le faire nulle part, bah, il y a des tas de métiers plus faciles et plus lucratifs et du coup qui rendent peut-être plus heureux, quoi. Et voilà, de manière je trouve le bouquin de Gilbert intéressant parce qu'elle milite et je suis le premier à avoir du travail à faire là-dessus, hein. C'est pour ça que je me permets juste de rebondir. Elle milite et pousse pour essayer d'avoir une relation, pardon, plus harmonieuse et plus coopérative avec notre créativité je pense que c'est un bon conseil que, j'essaye d'appliquer, pas toujours avec succès, mais, heu, mais voilà, on crée mieux quand on est plus heureux, en fait, je pense. Après, faut trouver où est ce bonheur. ouais, quand je disais douloureux, c'est plus au sens du sport, en fait, où effectivement, quand tu as fait Ah ta oui. séance de sport, tu es aussi content. Tu as du mal à te lancer, mais quand tu l'as terminé, tu es content quand tu es sous ta douche Ah mais et que complètement. tu as Ah fait ouais, ta ouais. course. Ouais. C'est exactement ça et puis c'est un muscle aussi, quoi. C'est comme le sport, ça se pratique régulièrement plus que enfin, voilà, si tu fais 4 heures d'affilée en n'ayant pas fait depuis 3 mois, tu vas te faire mal. Ouais, C'est c'est assez ça. fréquent. Ouais, ouais, et l'endurance, ouais, l'endurance se travaille vraiment, vraiment au fur et à mesure, quoi. Mmh mh. Donc là, tu vas partir sur le dernier tome de ta saga? Je suis déjà parti. Ouais, je suis en train de rassembler absolument toutes mes notes, depuis, plusieurs années et aussi sur tout ce que j'ai pris en cours de route pour ce tome-là particulièrement. En fait, je sais exactement où est-ce que les dieux depuis le début, je sais où est-ce que les dieux sauvages se terminent. J'ai la scène finale en tête, je pourrais presque l'écrire d'ailleurs. Bon, il y a eu quelques détours, inattendus, parce que l'histoire a pris sa propre dynamique et a montré en fait là où il fallait que son accent se place, qui était pas forcément ce que j'avais prévu au départ, mais bon, j'ai suivi le flow et je pense que le bouquin la série en est meilleure au final. En fait, c'est pas tant là, je suis en train non pas de déterminer ce qui va se passer parce que je le sais exactement, mais comment. Il y a un certain nombre de trucs dont je sens qu'il y a c'est comme ça toujours, il y a la structure, et le véritable sens de tout ce qui est en train de s'organiser dans le 5 ne m'est pas encore apparent parce que j'ai les faits, mais donc il faut que je c'est pas le quoi ni quand,
Mais c'est le comment qu'il faut que j'affine, d'une manière qui soit intéressante à raconter, et intéressante à lire, en fait. C'est ça qu'il faut que j'affine. Donc, là, je suis en train de réaliser ce travail-là qui va qui va m'emmener jusqu'à fin février et puis après c'est parti pour écrire à fond, jusqu'à ne faire que ça, jusqu'au rendu du bouquin et donc pour la publication qui est prévue au printemps 2022. OK. Bon, ben, ça fait une belle séance de travail qui t'attend en perspective là, un beau marathon. Merci beaucoup, hein, d'avoir pris le temps de me parler et puis, bah, à très bientôt. Merci à toi de m'avoir reçu. Alors